Alors certains d'entre vous rigolent, mais on va en parler avec Geoffroy Roux de Bézieux qui va me rejoindre sur scène. Bienvenue à tous, merci d'être là pour cette rêve souveraineté. Mon cher Geoffroy Roux de Bézieux, merci de nous accueillir au MEDEF ce soir pour cette rêve qui interroge dans un contexte assez particulier, car concomitant du voyage du président de la République en Chine, puis celui aux Pays-Bas, centre névralgique de l'Europe. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire, cette fiction que nous avons fabriquée ? Je vais dire d'abord féliciter le directeur de la com qui s'est un peu lâché quand même. Je lui avais dit qu'il pouvait essayer de réveiller un peu la conscience des chefs d'entreprise qui, même si je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont pris conscience que le monde avait changé, pris par le quotidien, ne sont pas forcément matin, midi et soir en train de penser autonomie stratégique et souveraineté. Donc effectivement, ils se sont bien lâchés la com. Mais en même temps, si on avait fait cette ref il y a 3 ans et que vous aviez présenté un journal télévisé en annonçant l'invasion de l'Ukraine, on aurait été un certain nombre à penser que ça n'était pas possible. J'ai raconté cette anecdote plusieurs fois. J'étais avec Étienne de Poncin voir le président Zelensky en juillet 2021. Et à la fin de l'entretien, Zelensky s'adressait à moi en anglais, il avait parlé en russe jusque-là en disant il faut nous aider à entrer dans l'OTAN et dans l'Europe parce que les Russes nous menacent, etc. En sortant, en discutant, il me dit oui, il dit ça à tout le monde, mais bon, nous on pense quand même qu'il y a peu de chances que ça arrive. Bon, ça, c'est Étienne de Poncin, l'ambassadeur, qui vous disait ça. Mais oui, mais on sait tous, et moi évidemment la même chose, on pensait tous que l'improbable ne risquait pas d'arriver. Il y avait des scénarios qui circulait, mais honnêtement, le signe noir, c'est-à-dire l'imprévu est arrivé. Et donc c'est pour ça que cette fiction, qui est une fiction, je pense que c'est une manière de nous préparer tous à ce sujet qui était totalement absent du monde économique il y a 10 ans, qui a commencé à émerger. Moi, en arrivant, en étant élu ici en juillet 2018, j'ai créé une commission souveraineté économique que co-préside Laurent Giovacchini et Émilie Renoir. Et à l'époque, ça avait un peu fait lever quelques sourcils de surprise, pour ne pas dire stupéfaction. Le mot souveraineté a des connotations. Alors ça dépend dans quel contexte on le prononce. Mais il a des connotations presque politiques, alors qu'en réalité, le concept d'autonomie stratégique est un concept pertinent pour tous les États dans un monde qui est forcément plus dur. Vous connaissez la citation générale de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Les intérêts peuvent être divergents et confrontationnels. Vous parlez de l'Ukraine, il y a quelques incertitudes sur Taïwan maintenant également. Oui, alors, comment répondre à cette question sans faire de faux pas diplomatiques? Vous pouvez toujours dire oui, il y a des incertitudes sur Taïwan. Merci. Question suivante. Bon, non, écoutez, je ne vais pas faire de langue de bois. Oui, il y a des incertitudes sur Taïwan, oui, c'est vrai. Il y a une certitude, c'est que le dirigeant chinois et le pouvoir chinois a envie de reconquérir cette île. Là aussi, finalement, je vais répondre d'une autre manière. Il ne faut pas confondre nos valeurs et nos intérêts. On a des valeurs qui sont évidemment communes avec les Américains. L'amour de la liberté, le système démocratique, mais nos intérêts ne sont pas toujours alignés. Et avec les Chinois, c'est presque l'inverse. On n'a pas de valeurs en commun. Le système politique qui est le leur n'est pas le nôtre, mais on peut avoir parfois des intérêts convergents. Voilà. Et donc, notre intérêt aujourd'hui, je suis tout à fait aligné avec la position du président de la République, c'est le statu quo. C'est que nous puissions profiter de ce moment, si j'ose dire, pour reconstituer ou constituer notre autonomie stratégique. Et c'est vrai au niveau du continent, ça l'est au niveau du pays, et je pense que ça l'est au niveau des entreprises, en tout cas des grandes entreprises. Je vois beaucoup de dirigeants d'entreprises qui, effectivement, revoient leur politique de procurement, d'achat, qui revoient leur politique de fournisseurs pour être sûr de ne pas dépendre d'un fournisseur qui est dans une géographie qui le rendent dépendant si jamais il y a effectivement une attaque ou en tout cas une tension au niveau du détroit de Formose. Mais justement, puisqu'on a parlé de la souveraineté, puisque vous en avez parlé de cette cellule souveraineté que vous avez mise en place ici au MEDEF, la commission... Cellule, ça fait un peu...
Bah, ça se transformera peut-être en cellule. Ça fait un peu officine. On essaye de ne pas y arriver à ce stade-là, mais les plans, vous avez parlé effectivement des plans anti-pénurie, les industriels qui ont fait effectivement toute une série de stratégies lors du Covid-19. Est-ce que pour l'instant c'est suffisant? Est-ce qu'on doit non pas se paniquer, mais passer à la vitesse supérieure? Alors, je pense que d'abord il faut dire que tout n'est pas souverain. Parce que sinon rien n'est souverain. Et donc on doit déterminer les cercles concentriques de notre autonomie. D'abord il y a un cercle qui est français, du domaine du pouvoir régalien, du pouvoir politique. On a choisi depuis le général de Gaulle de faire des sous-marins nucléaires en autonomie. Pas le cas de nos amis anglais qui achètent, ou australiens maintenant, qui achètent sur étagère des produits américains, mais qui n'ont pas d'autonomie. On fait le choix de l'autonomie sur un certain nombre de sujets, l'autonomie française. Et là, évidemment, ça coûte plus cher. Parce que le revers de l'autonomie, c'est la non-massification et donc forcément plus cher. Après, il y a un cercle européen. Et là, on a commencé, je pense, au niveau européen, peut-être pas assez vite, à déterminer s'il faut ou non avoir des productions de paracétamol en Europe ou des semi-conducteurs. Puis après, il y a un cercle au niveau de chaque entreprise qui doit se dire qu'est-ce qui est critique. Quand il y a des fournisseurs dans le monde entier de certains produits ou de certaines matières premières, ça n'est pas critique, puisque s'il y a un fournisseur ou un pays qui ferme, il y en a un autre qui peut prendre le relais. Mais il y a certains cas bien connus. Il y en a un qui est moins connu, je le citais à la ministre dans une conversation, c'est les vélos. Parce que vous savez que tous les cadres de vélos, quasiment tous, sont faits à Taïwan. Donc il faut rapatrier les cadres de vélo. J'ai commencé à le faire dans mon entreprise. C'est pas facile, hein, ça coûte plus cher. Parce que être autonome, il y a un prix à l'autonomie, comme il y a un prix à la liberté d'ailleurs. Hein. Si la mondialisation a eu cet énorme succès, c'est aussi parce qu'on a appliqué le principe de Ricardo et que la division internationale du travail, c'est aussi une manière de rendre chaque pays plus efficace dans sa spécialité. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on ne reviendra pas non plus en arrière. Hein. Il faut faire attention à ne pas tomber du mauvais côté. On n'est pas en train de parler de protectionnisme. Même si on va en parler dans la REF. Je ne sais pas, peut-être que vous allez en parler, mais moi, j'en parle pas. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de crête qui est importante pour nous. C'est oui, on est favorable à l'autonomie stratégique, mais on est évidemment contre le protectionnisme parce que la mondialisation a créé formidable richesse, a permis de sortir plus d'1 milliard de personnes de la pauvreté. Et donc, il faut garder ces bénéfices, continuer à faire du commerce avec le plus de pays possible, tout en étant pas naïf, pas lucide, très lucide et pas naïf, excusez-moi, lapsus non révélateur, j'écoute, pour être sûr que on ne se met pas dans les mains de quelqu'un. Vous avez accompagné le président Macron aux Pays-Bas. Il a été question de souveraineté économique européenne. Est-ce que la souveraineté économique européenne, ça fait 3 mots qui pèsent très lourd dans le contexte géopolitique actuel, comment ça fonctionne ? Écoutez, c'est un projet politique, c'est pas encore complètement une réalité. Ce qu'on peut dire d'abord, moi, ce qui m'a frappé, c'est que les Néerlandais, un peuple exportateur depuis 300 ans, quand vous parliez à des patrons néerlandais il y a 5 ans, eux, ils étaient encore sur le chemin de la mondialisation heureuse. Ils avaient beaucoup de mal avec tous les concepts, même l'énoncé du terme souveraineté, autonomie. Là, on a assisté à une table ronde. Il y avait le président du plus grand fabricant de chips européen, à égalité avec ST Electronics. Donc je me souviens du nom, mais pas de son prénom, de son nom à lui. Et il a dit, écoutez, il faut être pertinent. Et être pertinent, c'est être capable, effectivement, de ne pas vendre mes chips à tout le monde et de ne pas dépendre de tous les pays. Donc il y a un changement de vision qui est très forte. Le Covid et la guerre en Ukraine, plus les tensions géopolitiques, ont complètement bouleversé les choses. Donc il faut effectivement progresser. Et le bilatéral est probablement la façon la plus facile de le faire. Pourquoi ? Parce qu'à 27, c'est quand même beaucoup plus compliqué que des petits pays exportateurs qui dépendent beaucoup de l'étranger ont plus de mal. Quand vous êtes danois, c'est plus difficile de parler d'autonomie stratégique de l'Europe que quand vous êtes français ou allemand. Quand vous êtes, je ne vais pas citer de pays, mais des pays qui ont peu d'industrie, donc qui vont dépendre forcément
ils ont intérêt à ce que être fournis par le monde entier, puisque ça fait baisser les prix. Donc c'est un peu comme la défense européenne, tout le monde en parle, mais elle n'est pas encore complètement sur la table. En tout cas, nous, pour l'économie, on est favorable à ce concept d'autonomie stratégique européenne, sans tomber, encore une fois, du mauvais côté du protectionnisme. Merci Geoffroy Roux de Bézieux, merci de nous accueillir pour cette Rêve Souveraineté. Merci à vous. Avec, dans un petit instant, même tout de suite, la ministre Laurence Boone.